L'erreur psychologique qui sabote 50% des chanteurs. Cette astuce psychologique débloque les voix impossibles. Si tu penses que les limites vocales de tes élèves sont physiques, que leurs cordes vocales les empêchent d'atteindre certaines notes, que leur anatomie détermine strictement leur plafond vocal, c'est exactement ce que leur cerveau veut leur faire croire, mais c'est aussi exactement ce qui sabote leur progrès. Ce que je vais te révéler aujourd'hui va bouleverser ta compréhension du chant parce que dans 50% des cas, ce qui les limite n'est pas leur corps, c'est leur mental. Leur cerveau, ce dictateur invisible, a posé des interdictions sur leur voix. Il a tracé des lignes rouges qu'ils n'osent pas franchir. Il a installé des alarmes qui se déclenchent dès qu'ils approchent de certaines zones. Et le plus pervers dans tout ça, c'est que ces interdictions sont totalement imaginaires. Elles n'existent que dans leur tête, mais elles sont bien là. Et leurs effets sur leur voix est bien réel. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te montrer comment j'ai développé une technique de tromperie pédagogique ou ce que j'appelle aussi la méthode du sous-marin qui permet de contourner ces blocages mentaux. C'est une astuce si efficace que mes élèves débloquent des notes en quelques minutes alors qu'ils ont passé des années à croire qu'elles étaient impossibles à atteindre. Alors prépare-toi à découvrir l'ennemi invisible qui sabote la progression de tes élèves. C'est parti. Salut, moi c'est Antoine, je suis formateur de coach vocal et cette révélation m'a pris des années à comprendre. Pendant longtemps, j'ai cherché des solutions dans la technique pure, la respiration, la posture, la résonance, le soutien et bien d'autres choses. Ces éléments sont importants, évidemment, mais ils ne suffisent pas quand un élève se heurte à un mur psychologique. Alors moi, j'ai des enseignants qui me disaient: «Oui, mais Antoine, ça c'est dans la tête, on peut rien y faire». Et malheureusement, j'ai vu des chanteurs techniquement parfaits, incapables d'accéder à leurs aigus, par exemple. J'ai accompagné des élèves qui maîtrisaient parfaitement leurs exercices en studio, mais qui s'écroulaient dès qu'ils abordaient un morceau problématique. La différence entre ces deux situations, c'est la charge émotionnelle, la pression psychologique, les croyances limitantes qui transforment une simple note en une montagne insurmontable. C'est alors que j'ai compris quelque chose de fondamental. Pour débloquer certaines voies, il faut d'abord débloquer le mental. Et pour débloquer le mental, parfois, il faut le tromper. Cette approche psychologique a révolutionné ma pratique. Elle m'a permis d'obtenir des résultats que la technique pure n'atteignait jamais. Elle a transformé des élèves sans espoir en chanteurs épanouis. Et aujourd'hui, je partage avec toi cette méthode qui défie les approches traditionnelles, il est vrai, et qui révèle la vraie nature des blocages vocaux. Parlons tout d'abord du sabotage invisible, ou quand l'esprit contrôle le corps. Voyons ensemble la mécanique de ce sabotage mental. Commençons par comprendre comment notre cerveau peut littéralement saboter notre voix et donc celle de nos élèves. Ce processus est inconscient, il est automatique et malheureusement, il est très puissant. Imaginez cette situation. Un élève a été réprimandé dans son enfance pour avoir crié en chantant. Son professeur, ses parents ou ses camarades lui ont fait comprendre que chanter fort était mal élevé, dérangeant, inapproprié. Cette expérience négative s'ancre profondément dans son système nerveux. Elle crée ce que j'appelle un veto mental, une interdiction inconsciente d'utiliser plus de présence dans sa voix. Résultat concret, dès que cet élève tente d'atteindre une note qui demande de la puissance, son cerveau déclenche une alarme, sa gorge se contracte automatiquement, ses cordes vocales se crispent, son souffle se bloque. L'élève croit avoir un problème de technique. En réalité, il a un problème dont la source est psychologique qui se manifeste physiquement. C'est ça la différence. Le refuge de la nasalité est aussi un autre exemple, et c'est un exemple facilement que j'ai observé régulièrement. L'utilisation inconsciente de la nasalité comme un mécanisme de défense ou de protection. Face à la peur de chanter trop fort ou de se faire remarquer, certains élèves développent automatiquement une émission nasale. Cette nasalité va avoir l'effet de feutrer le son, le couvrir un petit peu, le rendre moins projetant. Et c'est un système de protection psychologique qui est assez génial puisque l'élève peut continuer à chanter tout en restant discret. Il évite le risque d'être jugé pour un volume excessif et donc cette stratégie fonctionne. Mais artistiquement, elle ne lui convient pas. Cette nasalité défensive, elle va devenir rapidement un handicap puisqu'elle va limiter sa projection, elle va ternir son timbre et elle va enfermer l'élève quelque part dans une expression vocale étriquée. Le plus troublant, c'est que l'élève n'a souvent aucune conscience de ce mécanisme. Il pense simplement qu'il chante naturellement comme ça. Parlons maintenant de la prophétie autoréalisatrice. Le troisième mécanisme de sabotage est peut-être le plus pervers, celui que j'appelle la prophétie autoréalisatrice. C'est un élève qui s'est convaincu qu'il n'a pas d'aigu dans sa voix. Cette croyance devient un programme mental qui s'exécute automatiquement, comme un programme automatique. Même si ses compétences techniques de base sont parfaitement acquises, respiration, soutien, résonance,
Le blocage psychique va provoquer l'effondrement de la performance dès qu'il approche de la zone redoutée. La note lui paraît hyper haute, non pas à cause de sa hauteur objective, mais parce que la marche psychologique est perçue comme insurmontable. Et l'élève va échouer, ce qui va renforcer du coup sa croyance initiale. Tu vois, je te l'avais dit que je n'avais pas d'aigu. Et le cercle vicieux est bouclé malheureusement. Cette tour qui s'est construite sur des sables mouvants, c'est une métaphore que j'utilise pour illustrer l'effet des blocages psychologiques. Imaginez une tour parfaitement construite avec des fondations solides et une architecture impeccable. Si vous placez cette tour sur des sables mouvants, la structure devient instable, peu importe sa qualité intrinsèque. Et c'est exactement ce qui se passe avec les blocages mentaux. Un élève peut avoir une technique vocale solide, mais si ses fondations psychologiques sont instables, toute sa performance s'effondre sous la pression. La solution révolutionnaire, le désaccordage préventif. Je vais vous parler de cette technique de contournement. Alors, la philosophie du contournement, c'est face à ces blocages mentaux, le fait est de constater que l'approche traditionnelle consiste à argumenter, à rassurer, à convaincre l'élève qu'il se trompe. Cette méthode échoue systématiquement, hein, vous pouvez l'attester. Pourquoi? Parce qu'on ne combat pas une croyance irrationnelle avec de la logique rationnelle. Plus vous allez argumenter contre une peur irrationnelle, plus vous allez la renforcer. C'est comme si j'essayais de défaire un nœud en tirant sur les deux bouts de la ficelle, le nœud va se resserrer. Et bien tout comme la croyance va se resserrer. La solution que j'ai développée repose sur un principe différent. Au lieu de combattre la croyance, je la contourne, la fameuse technique du sous-marin. J'avance masqué. Au lieu de convaincre mon élève, je vais lui fournir une expérience qui va invalider automatiquement sa limitation par la preuve. Cette approche s'appelle le désaccordage préventif du piano. C'est une forme de tromperie pédagogique qui est éthique et qui est à la fois extrêmement efficace. Voyons comment cela fonctionne concrètement. Prenons l'exemple d'un élève qui bute systématiquement sur un Fa4, convaincu que cette note est hors de sa portée. Étape 1, pendant que l'élève s'échauffe ou discute, je modifie discrètement l'accordage de mon piano numérique. Je vais le transposer d'un demi-ton ou d'un ton vers le haut. Étape 2, je vais proposer à mon élève de retravailler son morceau dans la même tonalité sans mentionner le changement d'accordage. Étape 3, l'élève, sauf s'il a l'oreille absolue, ne va pas forcément percevoir que la tonalité a été changée. Le morceau sonne pareil à ses oreilles, mais il chante en réalité un demi-ton ou un ton plus haut en fonction des touches que j'appuie sur le piano. Étape numéro 4, l'élève va atteindre naturellement son fa dièse ou son sol, croyant toujours chanter son fa4 parce que c'est ce qu'il voit sur mes mains sur le piano. Ce fameux fa4 qui est impossible. Ce qu'il ne sait pas à ce stade, c'est que sa voix en réalité est en train de nous sortir un fa dièse ou un sol. Cette expérience concrète va déverrouiller instantanément sa psyché. Il vient de faire la preuve que la note était accessible. Sa croyance limitante va s'effondrer face à cette évidence pratique. Maintenant, voyons les variantes sophistiquées. Cette technique peut être adaptée selon les situations. Avec des musiciens accompagnateurs, je peux demander de transposer la grille d'un demi-ton pour faciliter le travail, sans forcément en informer le chanteur. Il suffira pour le guitariste peut-être de décaler son capot ou de transposer à vue pour le pianiste. Pour des oreilles avec l'oreille absolue, je vais utiliser des variations plus subtiles. Modification du tempo, changement de tonalité, mineur, majeur, travail sur des extraits isolés dans de nouvelles tonalités présentés comme des exercices préparatoires. Le principe reste le même, faire expérimenter la réussite avant que le mental ait le temps d'activer ses interdictions. Le plus fascinant avec cette technique, c'est l'effet de généralisation qui va se produire après le déverrouillage initial. Une fois que l'élève a expérimenté sa capacité à atteindre l'impossible, cette nouvelle réalité va s'ancrer dans son système de référence. Il peut ensuite reproduire cette performance dans la vraie tonalité, parce que son cerveau a intégré que c'était possible. C'est comme débloquer un téléphone avec le bon code. Une fois qu'il est déverrouillé, l'accès reste ouvert. On peut aussi utiliser ce qu'on appelle le détournement d'enjeu. Quand la technique ne suffit pas, l'idée, ça va être d'identifier les résistances massives. Parfois, même les techniques de contournement se heurtent à des résistances psychologiques trop massives. Et c'est ce que j'observe chez certains élèves qui ont développé ce qu'on appelle le rire du pendu. C'est un mécanisme d'esquive qui les fait ricaner ou plaisanter ou tourner tout à la plaisanterie dès qu'on va aborder une zone de difficulté. J'avais une chanteuse qui était spécialiste. Dès qu'elle arrivait dans un passage qui était un peu difficile, elle se mettait à rigoler d'elle-même en disant « Oh là là, oui, là je me suis trompée, etc. » Ça lui servait juste de mécanisme de protection pour esquiver ce passage-là et ensuite elle reprenait son morceau un petit peu plus loin. Ces élèves ont construit des défenses si sophistiquées qu'ils vont esquiver inconsciemment toute tentative de progression.
Leur ego lui-même protège si efficacement cette zone de confort qu'aucune approche technique directe ne peut les atteindre. Face à ces cas complexes, j'applique le principe du détournement d'enjeu. Puisque je ne peux pas travailler sur l'objectif principal, je vais travailler sur un objectif secondaire qui débloquera indirectement le premier. Un exemple, le levier du volume. Une stratégie efficace consiste à détourner l'attention vers le travail du volume et des nuances, par exemple. Voici pourquoi cette approche fonctionne. La plupart des élèves bloqués ont tendance à chanter avec un volume faible et constant et vont chercher à masquer un petit peu leur voix. Ils évitent instinctivement les variations dynamiques par peur de déranger ou de mal faire. En me concentrant sur ces exercices de nuances, chanter plus fort, chanter plus doucement, mettre des crescendo, des décrescendo, je donne à leur cerveau une nouvelle tâche cognitive qui captive leur attention. Et pendant qu'ils se concentrent sur ces variations de volume, leur contrôle psychique habituel sur les cordes vocales, par exemple, va se relâcher automatiquement. Ainsi, les tensions défensives diminuent. L'accès aux fameuses zones interdites devient possible. Cette technique est d'autant plus efficace qu'elle semble complètement déconnectée du problème initial. On est en train de travailler les nuances, on n'est plus en train de travailler ces fameuses notes. L'élève ne ressent aucune pression puisque nous ne travaillons apparemment pas sur sa difficulté principale. Passons maintenant aux poignées mentales. Le détournement d'enjeu consiste aussi à trouver de nouvelles poignées mentales qui permettent à l'élève d'aborder différemment sa difficulté. Le principe fondamental du détournement d'enjeu repose sur l'expérimentation guidée plutôt que la conviction argumentée. Il est inutile d'essayer de convaincre un élève de l'erreur de ses croyances puisque ce sont ses croyances et le raisonnement n'y fera rien. L'argumentation directe ne fait que renforcer ses résistances comme nous l'avons vu précédemment. En revanche, lui faire expérimenter une solution alternative qui, par ses résultats pratiques, rend sa croyance caduque, crée une transformation profonde et durable. Cette approche transforme le coach en facilitateur d'expérience plutôt qu'en donneur de leçons. L'élève découvre par lui-même ses nouvelles possibilités. Voyons maintenant quelques transformations spectaculaires. Parlons de Marina. 20 ans de blocages vocaux résolus en 15 minutes. Marina, 42 ans, chantait depuis l'adolescence mais n'avait jamais pu dépasser son mi. 20 ans de cours traditionnels, des dizaines de professeurs, des techniques respiratoires perfectionnées, rien n'y faisait. Diagnostic ISPO, problème de sphère psyché, sphère 4. Marina avait été traumatisée par un professeur qui l'avait humiliée publiquement à l'âge de ses 16 ans, en lui disant qu'elle forçait comme une vache sur ses aigus. Application du désaccordage préventif, j'ai transposé le piano à plus de mi-ton, pendant qu'elle préparait ses paroles. Quand nous avons repris son morceau habituel, elle a naturellement chanté un fa dièse au lieu du mi en pensant toujours travailler son mi limite. Et ce qui était intéressant, c'est qu'elle surveillait mes mains sur le piano et donc quand elle pensait qu'on arrivait à ce fameux mi, en réalité, elle était déjà en train de chanter un ton au-dessus. Résultat, quand je lui ai révélé la supercherie en rejouant la vraie tonalité, Marina a réalisé qu'elle venait de franchir sa barrière psychologique. En 15 minutes, 20 ans de limitation venaient de s'effondrer. Aujourd'hui, Marina chante régulièrement ses hauteurs de notes avec aisance et plaisir. Parlons maintenant du cas d'Amélie, ou sa libération du volume. Amélie, jeune chanteuse de 28 ans, chanteuse de jazz, était enfermée dans un volume constant et faible. On avait vraiment quelque chose de très linéaire. Impossible de la faire varier, sa dynamique, sans qu'elle se crispe immédiatement. Diagnostic, peur viscérale de déranger, ancrée dans une éducation très stricte où elle était constamment rappelée à l'ordre pour ne pas faire de bruit. Technique du détournement volume, j'ai orienté tout le travail sur les nuances expressives, plutôt sur un jeu d'interprétation, présenté comme des exercices euh, justement au service de l'interprétation artistique et pas d'exercices techniques. Chaque variation de volume en utilisant des personnages était justifiée par l'émotion à transmettre, ce qui court-circuitait sa peur du volume gratuit. Résultat, au bout de 6 séances, Amélie maîtrise maintenant une belle palette dynamique complète, du pianissimo au forte, et elle utilise ses nuances comme un véritable instrument expressif. Passons maintenant à la science qui est derrière cette magie. On va comprendre ensemble les mécanismes neurologiques. Pour bien maîtriser ces techniques, il est crucial de comprendre pourquoi elles fonctionnent d'un point de vue neurologique. Notre cerveau fonctionne selon des schémas automatiques appelés patterns. Ces patterns s'activent en fonction des contextes que nous reconnaissons. Quand un élève aborde sa chanson problématique dans sa tonalité habituelle avec ses références difficiles, son cerveau active automatiquement le pattern échec qui est associé.
En utilisant le désaccordage préventif, je change suffisamment le contexte pour que le cerveau ne reconnaisse pas la situation problématique. Il ne peut donc pas activer le pattern d'échec habituel. C'est comme déguiser un médicament amer dans un aliment sucré pour tromper les papilles. On contourne la résistance en modifiant la présentation. Une fois que l'élève a expérimenté la réussite dans le nouveau contexte, son cerveau va créer un nouveau pattern de référence et cette nouvelle expérience positive va s'ancrer dans sa mémoire corporelle et émotionnelle. Et le coach va avoir vocation à l'aider à faire cet ancrage. Le génie de cette approche, ou plutôt la beauté de cette approche, c'est qu'elle ne combat pas l'ancien pattern, elle en crée un nouveau, plus puissant, plus solide, plus efficace. Progressivement, cette nouvelle référence devient dominante et permet de généraliser la réussite à d'autres contextes. Ces techniques exploitent la neuroplasticité, la capacité du cerveau à créer de nouvelles connexions neuronales toute la vie. Chaque fois qu'un élève fait l'expérience d'une réussite inattendue, il renforce les circuits neuronaux associés à cette possibilité. Plus ces expériences se répètent, plus les nouveaux circuits deviennent stables et automatiques. Et c'est exactement l'inverse du processus qui a créé la limitation initiale. Au lieu d'ancrer l'échec par répétition, nous allons ancrer la réussite par expérimentation guidée. Passons maintenant à la dimension éthique de ces techniques. La légitimité de la tromperie pédagogique. Je lis déjà les commentaires sous cette vidéo. Oui, mais est-ce que c'est acceptable de tromper un élève même pour son bien? Alors, ma position est très claire à ce sujet. Cette tromperie est non seulement acceptable, mais elle est nécessaire dans certains cas. Voici pourquoi. D'abord, elle est temporaire et elle est révélée. Le but n'est pas de maintenir l'élève dans une illusion, mais de lui donner accès à une expérience qui transforme sa réalité. Une fois la transformation effectuée, la technique est expliquée et comprise. Ensuite, elle sert exclusivement l'intérêt de l'élève. Il n'y a aucune manipulation à des fins personnelles ou commerciales. L'objectif unique est de débloquer un potentiel existant, mais entravé par des limitations psychologiques. Enfin, elle remplace avantageusement d'autres approches plus invasives ou moins efficaces. Plutôt que des mois d'argumentation stérile, cette technique offre une solution rapide et douce. J'applique ce que j'appelle le consentement éclairé différé. Au début de l'accompagnement, j'explique à mes élèves que j'utilise parfois des techniques psychologiques sophistiquées pour contourner leurs blocages mentaux. Je leur garantis que ces techniques sont toujours expliquées après et qu'elles servent exclusivement à leur progression. Et cette transparence sur mes méthodes, sans révéler les détails qui compromettraient leur efficacité, respecte leur autonomie tout en préservant l'efficacité pédagogique. Cette approche crée d'autre part un climat de confiance où l'élève sait qu'il peut être surpris par mes techniques, mais dans un cadre bienveillant et professionnel. Passons maintenant à la conclusion et au passage à l'action de cette vidéo. La révolution de votre approche pédagogique, c'est ce que vous venez de découvrir. Vous allez pouvoir transformer fondamentalement votre approche du coaching vocal. Vous comprenez maintenant que la technique pure, aussi parfaite soit-elle, ne suffira jamais si vous ignorez la dimension psychologique. Cette compréhension vous donne un avantage considérable. Quand vous identifiez un blocage mental chez un élève, vous ne vous acharnez plus sur la technique. Vous ne multipliez plus les exercices respiratoires ou posturaux. Vous ciblez directement la racine psychologique du problème. Et cette approche vous fait gagner un temps précieux et multiplie votre efficacité. Là où d'autres coachs tâtonnent pendant des mois, vous obtenez des déverrouillages en quelques séances. Pour intégrer ces techniques dans votre pratique, commencez progressivement. Observez d'abord attentivement vos élèves pour identifier les blocages qui semblent disproportionnés par rapport à leurs compétences techniques. Testez par exemple des accordages préventifs sur des cas simples, des élèves qui n'ont pas l'oreille absolue, qui bloquent sur des notes spécifiques, qui ont des croyances limitantes clairement identifiées. Développez ensuite votre arsenal de détournement d'enjeux en fonction de votre style personnel et de votre approche pédagogique. Ces techniques transforment également votre posture de coach parce que vous allez devenir un facilitateur d'expérience plutôt qu'un correcteur de défauts, un donneur de leçons. Vous développez une vision stratégique qui dépasse la séance immédiate pour anticiper les transformations à moyen terme. Et cette évolution va renforcer votre crédibilité professionnelle et votre satisfaction personnelle. Voir un élève découvrir qu'il peut dépasser ses limites supposées est l'une des expériences les plus gratifiantes du métier de coach, je vous l'assure. Si cette vidéo vous a révélé l'importance de la dimension psychologique en coaching vocal, passez immédiatement à l'action. Identifiez un élève qui actuellement est bloqué par des croyances limitantes et testez ce fameux désaccordage préventif dès votre prochaine séance. Vous pouvez aussi liker cette vidéo pour soutenir cette approche du coaching vocal qui va au-delà de la technique pure. N'hésitez pas à la partager avec d'autres coachs qui cherchent à comprendre pourquoi certains élèves stagnent malgré leurs efforts. Et en commentaire, racontez-moi vos expériences avec les blocages psychologiques.
Avez-vous déjà observé des élèves techniquement compétents mais mentalement limités? Êtes-vous prêt à expérimenter ces techniques de comportement? Si mon approche du coaching vocal vous intéresse et que vous voulez vous aussi savoir l'utiliser, j'ai le plaisir de vous annoncer la réouverture des portes de la Vocal Coach Factory pour une toute nouvelle cohorte en janvier 2026. Il vous suffit pour candidater de cliquer sous cette vidéo dans le lien dans la description et de prendre rendez-vous avec moi pour faire un bilan de votre situation et voir si nous pouvons avancer ensemble au sein de cette école. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous donne rendez-vous dans un prochain contenu. À tout bientôt. Ciao.